Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bien. Alors aujourd'hui, je voudrais terminer avec ce troisième volet, la série de cours que j'ai voué à cette pièce, jouée en 1733 à Lisbonne, au théâtre des marionnettes du Beiro Alto, du quartier haut, et qui est intitulée Vie du grand Don Quichotte de la Manche et du gros Sancho Panza, et qui a été écrite par Antonio José da Silva. C'était la première étude de cas que je voulais présenter dans le cadre de ce cours qui porte sur le texte de théâtre entre la scène et la page, entre la performance par les acteurs et d'autre part les différentes formes d'inscription du texte de théâtre avant ou après les représentations. Ce qui permettait de lier trois histoires. D'une part, donner un exemple des pièces qui ont adapté la seconde partie de Don Quichotte, avec au centre les scènes liées avec le gouvernement de Sancho Panza dans son île de Barataria, et du coup de situer cette pièce écrite en portugais, représentée à Lisbonne, à l'intérieur d'un cadre plus général, qui sont celui donné par des adaptations espagnoles, françaises et, si on se réfère à des cours donnés il y a 2 ou 3 ans, anglaises, qui utilisent la seconde partie du Quichotte. Le deuxième élément, c'était de présenter une des modalités du théâtre de marionnettes dans l'Europe moderne. Ce théâtre de marionnettes qui, comme on l'a vu il y a 15 jours, est pris entre, d'un côté, les spectacles de foire, les montreurs de marionnettes itinérants, donc liés avec une culture que l'on peut qualifier de populaire, et d'autre part, un théâtre de marionnettes qui peut aussi se situer dans les demeures ou palais aristocratiques, ou bien dans des théâtres urbains, comme l'était le Teatro do Beiro Alto à Lisbonne, et qui donc du coup est un support possible pour la représentation non seulement de textes, mais aussi de musique et de chant, et donc du coup d'être une forme possible de l'opéra. Et puis le troisième élément était de situer cette pièce écrite en 1733 à l'intérieur de la trajectoire de vie de son auteur, Antonio José da Silva, un auteur né à Rio au début du XVIIIe siècle, dans une famille de nouveaux chrétiens, de juifs convertis, de conversos, et confronté à 3 moments de son existence, à l'Inquisition et à la permanente accusation d'un retour à la loi de Moïse, à l'observance de rituels ou au partage de croyances propres à la religion juive derrière les apparences d'une conversion. Et ces 3 épisodes, on les avait rencontré il y a 15 jours, l'un indirect, puisque encore jeune enfant, le procès fait à ses parents, dénoncé à Rio et transporté devant le tribunal de l'Inquisition à Lisbonne. En 1726, un procès fait à lui-même, et dont il sort parce qu'il reconnaît les accusations qui ont été lancées contre lui après avoir été torturé. Et puis finalement, entre 1737 et 1739, le troisième procès, ou le second personnel pour lui, qui se termine par une condamnation comme obstiné, relapse, hérétique, apostat, ce qui fait que Antonio José da Silva est brûlé dans l'auto-da-fé du 16 octobre 1739, après avoir été étranglé. Cette
histoire de vie, qui est aussi histoire de famille et qui est en plus histoire de communauté, a été retracée, comme je le disais, à partir des archives de l'Inquisition portugaise, à travers les 2 livres magnifiques de Nathan Wachtel, La foi du souvenir et La logique des bûchers. Nous en étions restés là, et ce qui ouvre à deux questions. Une question première, qui n'est pas l'objet même de ces cours, mais qui mérite d'être posée, c'est la question que pose Nathan Wachtel sur que peut-on, à travers ce procès, le dernier, dire de la croyance de Antonio José da Silva, puisque, comme vous vous en souvenez, il était à la fois décrit comme un bon chrétien, qu'un bon catholique par des témoins à décharge, qui étaient tous des gens d'église, et que d'autre part, les juges de l'Inquisition étaient persuadés de son retour à la loi de Moïse, donc à la condamnation fatale, puisque dans ce cas-là, normalement, le fait d'être relapse entraînait immédiatement la mort, et sans même que la torture soit nécessaire. Dans le 2e procès, il n'est à aucun moment torturé. Alors la question que pose Nathan Wachtel, en situant ce cas précis à l'intérieur de tous les procès faits à Lisbonne, à des novos christianos, à des conversos venus du Brésil ou vivant au Portugal, c'est la question sur est-ce que l'on peut s'approcher de la croyance même entre les dénégations de l'accusé, les témoignages en sa faveur et les accusations répétées de l'Inquisition fondées sur des dénonciations, et en particulier celles que l'on avait vues comme décisives, c'est-à-dire des dénonciations faites par les espions qui, dans la cellule voisine, ou même introduit dans la cellule de l'accusé, note ou se remémore ses faits et gestes. Alors je voudrais citer ce passage de Nathan Wachtel pour montrer la complexité ou la difficulté d'établir une vérité sur ces croyances. Mais que le Saint-Office ait agi de manière détournée et que le procès en question soit quelque peu biaisé, donc inique, n'exclut pas non plus qu'Antonio José da Silva ait effectivement judaïsé. Rappelons notamment le jeûne de Kippour du 5 octobre 1737, auquel il participe avec ses parents et alliés, sauf son frère Balthazar, et c'était là le point de départ de la première dénonciation qui conduit à son arrestation en 1737. L'on peut se demander, il est vrai, s'il était inspiré par une foi authentiquement religieuse ou s'il ne s'agissait pour lui que de se conformer aux coutumes de son milieu familial, de complaire simplement aux souhaits de sa mère et de son épouse. Selon les descriptions des espions qui l'ont surveillé, il ne semble pas manifester une ferveur aussi exaltée que celle d'un de ses cousins, João Tomás de Castro. Certes, chaque personnalité se distingue par son style propre, et l'on ne saurait exclure la possibilité d'une foi plus intérieure, et non moins intense, selon le témoignage des religieux cités pour sa défense. Pourtant, certaines notations de ses co-détenus font état de sarcasme qui suggèrent inversement une tendance irreligieuse. Que conclure de ce tableau apparemment contradictoire ? Au total, si religiosité il y a, on a l'impression, d'après les données du procès, que celle d'Antonio José relèverait plutôt d'un déisme vague tel qu'il se répand alors avec l'esprit des Lumières, soit la croyance en un Dieu du ciel, ni spécialement juive, ni non plus chrétienne, est susceptible de s'accommoder des rites de l'une ou l'autre religion, non pas tant une double sincérité qu'une manière de synthèse s'inspirant de la philosophie de son temps. Le diagnostic prudent, balancé, incertain dans une certaine mesure de Wachtel conduit à la question que je voudrais moi poser aujourd'hui, c'est celle de savoir s'il existe une relation pensable, attestée, entre certains des traits des œuvres d'Antonio José da Silva, à commencer par la première qui nous a occupés, c'est-à-dire la vie du grand Don Quichotte de la Manche, et d'autre part, ce destin ou cette expérience de nouveaux chrétiens toujours suspectés de retour à la loi de Moïse et affrontés à plusieurs reprises à l'Inquisition. Cette question a évidemment du sens parce qu'elle ramène
à la construction de la figure de Antonio José da Silva après sa mort en 1739 et plutôt à partir du début du XIXe siècle, comme héros et martyr. Un héros et martyr à la fois de la liberté de la croyance contre le fanatisme de l'Inquisition, comme un défenseur d'une pensée critique contre l'orthodoxie de l'Église ou le despotisme de la monarchie, et puis d'une certaine manière, puisqu'il était né au Brésil, comme un héros et un martyr de la cause de la colonie contre la métropole. Et cette construction d'une figure de Antonio José da Silva, appuyée à la fois sur le savoir historique que les auteurs pouvaient avoir, du destin ou la connaissance des œuvres qu'il avait écrites, de son destin ou de la connaissance des œuvres qu'il avait écrites, mais en même temps qui est élaboré comme un mythe, est intéressante à suivre et commence en 1838 avec une tragédie romantique écrite par un auteur brésilien, Domingo José Gonçalves de Magalhães, qui était né en 1811 et qui meurt en 1882, à la fois une figure de diplomate et écrivain, écrit cette pièce, Le poète et l'Inquisition, au Poeta et Inquisition, en 1838, c'est-à-dire dans une conjoncture qui est celle du premier théâtre romantique. On peut rappeler que le Boris Godunov de Pouchkine est de 1825, Hernani de 1830, Ruy Blas de 1838. Donc il y a là une pièce qui est située dans cette source d'inspiration commune et qui ici prend une dimension supplémentaire, qui est le fait que Gonçalves de Magalhães présente son théâtre comme la première tragédie écrite par un Brésilien et la seule qui soit vouée à un sujet national, assunto national. Et cette tragédie, que l'on est un texte extrêmement intéressant, inscrit dans le paradigme du premier théâtre romantique, avec des personnages qui ont une forte caractérisation morale, puisqu'on y trouve là la figure de celle qui est amoureuse de Antonio José, et qui n'est pas une figure historique, puisque l'on sait qu'il était marié avec une jeune femme d'une famille conversa, qui est une actrice chrétienne, et qui permet donc du coup toute une modalité de réflexion sur le métier méprisé d'acteur. On y trouve aussi le comte de Ericeira, qui incarne la figure de ces aristocrates éclairés. On y trouve la figure d'un frère, Frei Gil, qui, lui, a une trajectoire dans la pièce depuis une figure de fanatique de l'Inquisition et de séducteur à la Tartuffe, puisqu'il voudrait obtenir les faveurs de l'actrice Mariana, mais qui finalement après termine dans une forme de repentir et de remords dans les dernières scènes de la pièce. Alors cette pièce a eu une importance capitale comme un des textes qui, sur le théâtre, dénonçait l'Inquisition. Donc on est donc en 1838, l'Inquisition n'est pas abolie. Je prends un exemple dans une des interventions premières d'Antonio José, c'est Antonio José romantique de la pièce. Je traduis au fil des vers. Partout je rencontre des méchants, des voleurs, on vole tout, on vole la vie, on vole l'honneur, on vole l'argent, on vole aux Portugais la liberté, et jusqu'à la pensée, ils voudraient la dérober, les infâmes. Ils veulent que l'homme soit esclave, qu'il soit aveugle et muet, et qu'il ne pense pas. Donc c'est une mise en place de ce thème d'hostilité à l'Inquisition qui amène aussi
une discussion sur la liberté de l'écriture, puisque dans la pièce, le conte qui est protecteur d'Antonio José voudrait qu'il écrive des comédies plus à la manière de Molière, comme modèle d'une comédie de style élevé, avec une dimension de critique sociale ou morale, alors que Antonio José de la pièce, comme de la réalité, évidemment se voue à l'écriture de ces opéras, comédies, mais qui reposent en grande partie sur un registre de la satire, de la parodie ou d'un théâtre ouvert à un comique plus populaire. Il y a donc aussi une critique des poètes de cour qui est menée dans les vers signés à Antonio José da Silva, et en même temps un thème intéressant par rapport à notre problème. Existe-t-il une relation entre certains des passages des pièces et, d'autre part, la destinée d'existence personnelle ou familiale d'Antonio José, parce que dans cette pièce, Domingo José González de Magalhães introduit une certaine distance qu'il met dans la bouche même d'Antonio José, je cite, et de plus, si est-ce que c'est pour mes dramas, mes pièces, que je suis dénoncé au Saint-Office? Je crois que non. Les frères, cela ne leur importe guère que l'on fasse rire le peuple. Et ils veulent que le peuple puisse se divertir, qu'ils vivent dans l'ignorance et qu'ils ne se préoccupent pas de comment vont les affaires et qu'ils laissent ceux qui le gouvernent gouverner comme ils le veulent. Il est suffisant que le peuple paye les impôts, qu'il soit aveugle et muet, qu'il souffre, qu'il obéisse et vive sans penser. Pour tout cela, ils sont tout à fait d'accord pour que le peuple soit diverti. Donc on voit qu'il y a dès ce texte une distance qui est établie, et par Antonio José lui-même, entre la composition des textes faits pour divertir ce peuple et d'autre part les accusations qui sont portées contre lui, et qui sont évidemment les accusations de judaïser et qui n'auraient pas de lien avec ce qu'il écrit. La fin de la pièce, de ce grand drame romantique, est intéressante dans la mesure où il y a mis dans la bouche d'Antonio José cette idée d'une absence de culpabilité qui pourtant fait la raison de la condamnation. Il est enfermé dans la prison et la dernière scène du drame romantique est l'autodafé. Et dans il y a un très long monologue dans la première scène du dernier acte de cette pièce de 1838, où il y a cette interrogation sur les raisons du malheur, et d'autre part, cette critique radicale, acerbe, désespérée de l'Inquisition. Alors, il se décrit son état dans la prison, et pourquoi? Pour une opinion, pour une idée que ma mère a hérité de ses parents et qu'elle a transmis à son fils. Et je suis coupable et sous-culpable. Il est possible que des hommes aussi mauvais que des hommes soient aussi mauvais que comme un tigre féroce, ils me traitent pour une idée scellée dans mon âme. Pourquoi, par laquelle, au lieu de suivre à la loi du Christ, je suis la loi de Moïse? Mais quand cet homme, Dieu qui est mort au calvaire, a-t-il demandé que le monde soit gouverné par des lois de feu et de sang? Quand, cloué sur la croix, a-t-il donné aux hommes le pouvoir de venger sa mort? Quels droits ont-ils? Quelle justice pour nous persécuter? Ah, quelle infamie!
C'est ainsi qu'ils comprennent les commandements de leur législateur, des lois d'amour transformées en des lois de haine. Et ce sont des chrétiens. C'est ainsi qu'en mettant une tache sur le nom de Dieu, ils osent se montrer à la face de l'univers, revêtus des insignes sacrés, profanant les temples qui devraient les écraser, et ils inculquent au Dieu ces saints mystères. Ils inculquent ces saints ministres de Dieu que cette croyance. Au ciel, quelle horreur, quelle atroce hypocrisie. Et ensuite, le Antonio José de la pièce commence une sorte de méditation à la manière de Hamlet, mourir, mourir, qui sait ce qu'est la mort, morir, morir, que sabe o que amor. On a là une pièce et qui se termine, et c'est là la force ou la dimension idéologique, par une sorte de croisement, puisque, comme je le disais, le frère de l'Inquisition, qui a participé de la dénonciation d'Antonio José, est dévoré par le remords, le repentir, et attend le pardon de la part de sa victime. Antonio José lui accorde ce pardon dans une sorte de dialogue où finalement le plaidoyer est pour une tolérance religieuse, pour la compatibilité des modes de croyance. Ce dialogue, c'est la dernière citation que je ferai de cette pièce, Antonio José: c'est le Dieu que mes parents ont toujours adoré, c'est ce Dieu que j'adore et pour lequel je meurs qui devra me juger. Alors le frère Gilles lui dit, et Jésus-Christ, sa loi est sainte. C'est pourquoi les hommes pour lesquels il est mort la respectent. Celui qui adore un seul Dieu et remplit exactement les trois devoirs qu'il nous impose en relation avec lui-même, avec le ciel et avec les hommes, n'a rien à craindre. Et Frère Gilles dit, je ne vous fatigue plus, vous voulez mourir dans la loi dans laquelle vous êtes nés, je mourrai dans la mienne, et que Dieu nous juge comme avec cette infinie piété que méritent les créatures vulnérables. Et ensuite, Antonio José, dans ce pardon, cite Ézéchiel, 33, 11, de ses péchés, je ne me souviendrai pas, c'est les paroles de Dieu, je pardonne tout parce que je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors on a un premier texte fondateur, plus subtil que ce qu'on en dit quelquefois, puisque l'on voit qu'il y a à la fois une mise en scène et des scènes très spectaculaires qui appartiennent à un drame romantique à la Hugo, et en même temps ce plaidoyer pour une tolérance réciproque, sinon un syncratisme, mais du moins une réconciliation dans la croyance au Dieu unique, et aussi cet écart inscrit par González de Magalhães entre l'œuvre littéraire comique, trop comique aux yeux de son protecteur et peut-être de l'auteur du drame, qui attendait un Molière portugais, et d'autre part les raisons de la condamnation répétées tout au long de la pièce, c'est-à-dire cette obsession de l'Inquisition pour le retour au judaïsme des Novos Cristãos, des nouveaux chrétiens. La figure d'Antonio José da Silva s'est construite aussi plus profondément et peut-être avec une puissance plus grande encore à la fin du siècle, enfin au milieu du siècle, en 1866, avec un roman présenté comme romance historico, roman historique, qui est le roman de Camilo Castelo Branco et qui a pour titre O Judeu. Castelo Branco, qui était né en 1825, mort en 90, est considéré parfois comme une sorte de Balzac portugais, et là, c'est un texte écrit par un Portugais, non pas par un Brésilien, comme dans le cas de González de Magalhães. C'est une biographie romancée qui est inspirée très profondément
par un courant d'idées qui est celui des idées libérales, de l'hostilité à l'Église, de la dénonciation de l'intolérance, et qui construit Antonio José da Silva comme ce héros d'une pensée écrasée, étouffée par les orthodoxies, les fanatismes et les tyrannies. Au XXe siècle, cette manière de penser Antonio José da Silva se continue, à la fois au Portugal. Il y a une pièce, mais qui était plus une narrativa dramatica, c'est-à-dire une pièce faite pour être lue, plus même que pour être jouée, d'un auteur qui s'appelle Bernardo Santareno, qui est mort en 1980, au Judéo. Et ici, ce qui vient comme ombre portée sur le destin d'Antonio José da Silva, résistant aux tyrannies, c'est la critique de cet auteur, Santareno, contre la dictature de Salazar. Et plusieurs fois, ces pièces furent interdites par la censure du régime plus qu'autoritaire de Salazar. Et du coup, le parallèle s'établit là, dans un certain sens, plus politiquement, entre les mesures despotiques de Jean V, João V, et d'autre part le régime de Salazar. Et puis le film dont nous avions parlé dans le premier de ces séminaires, le film du cinéaste brésilien João Tob Azulay, au Judéo, 1996, poursuit cette tradition. Alors du coup, on a la construction, ou même s'il y a la nuance apportée par González de Magalhães, finalement, la vie et l'œuvre de Antonio José se trouvent confondues. Et c'est contre cette figure mythique où vie et œuvre se trouvent confondues et sont la cible, l'une et l'autre, de l'Inquisition, que l'on a vu des mises en question de ce lien trop étroit entre la vie et les comédias ou opéras de Antonio José da Silva. Un des premiers a marqué avec insistance cette distance qui oblige à réviser la construction du mythe, en particulier avec le roman de Castelo Branco, c'est Machado de Assis lui-même, qui a consacré un petit texte assez bref, mais très incisif, à Antonio José. C'est un texte qui est publié dans un recueil de textes de Machado de Assis donnés dans des périodiques ou des journaux et qui s'appelle Reliques de la vieille maison, Reliquia de Casa Vella. Et ce qui est intéressant, c'est d'une part qu'il détache le jugement sur l'œuvre de l'émotion ou de la compassion nécessairement produite par le destin tragique de Antonio José, condamné 2 fois par l'Inquisition, et la deuxième, 1739, brûlé dans un auto da fe. Je prends ce passage, je l'ai traduit. Il s'ajoute que la fin tragique du Juif, de Judéo, communique à ces pages allègres et juvéniles un réflexe de mélancolie sympathique qui nous invite plus encore à les parcourir et à les étudier. La pitié n'est certainement pas déterminante pour la critique, et tel ou tel mauvais poète, succombant à une grande injustice sociale, peut certes inspirer la compassion sans pour autant émousser l'analyse critique. Ce n'est pas le cas de Antonio José. Il mériterait pour lui seul que nous l'étudions, même sans les circonstances tragiques qui entourent son nom. C'est-à-dire ici qu'il y a comme une volonté de basculement d'Antonio José comme auteur depuis l'incarnation d'une résistance à la tyrannie, au fanatisme, à l'entrée dans une sorte de répertoire canonique des œuvres de la littérature brésilienne qui compte en elle-même, indépendamment des circonstances de leur production. Et on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que Antonio José da Silva peut prendre place à côté du Père Vieira ou à côté de cet auteur de la Baia, Gregorio do Matos, qui lui aussi était victime de la censure et de l'Inquisition. Donc une autonomie de la reconnaissance de l'intérêt
littéraire des œuvres d'Antonio José. Et d'autre part, et c'est là où on pourra discuter, dans cet essai bref de Machado de Assis, la récusation de l'intention, de toute intention dans les textes qui serait une intention dénonciatrice ou une intention de répertoire ou de registre tragique. Pour lui, les comédias ou opéras peuvent et doivent être comprises essentiellement comme des textes qui sont destinés à faire rire, comme des facéties, comme des farces, ce sont les mots qu'il emploie, et du coup peuvent inclure ce qui, pour lui comme pour l'auteur romantique González de Magalhães, pouvait être considéré comme appartenant à un registre du comique bas, corporel, du mau gusto, du mauvais goût, présent dans les œuvres de Antonio José. Il emploie l'expression quasi bakhtinienne de baixo comico, de bas, du comique bas, du comique qui joue sur un répertoire scatologique ou un répertoire carnavalesque. C'est ce qu'il exprime dans cette analyse que je cite aussi là en traduisant. Malgré les traces et souvenirs de ce premier acte de l'Inquisition, c'est-à-dire le procès de 1726. Lorsque vous vous souvenez, Antonio José ne peut même pas signer l'acte d'abjuration du fait de la torture. Malgré le spectacle de ce que souffraient les siens, les opéras d'Antonio José transmettent la saveur d'une jeunesse imperturbablement heureuse, une facétie grossière et pétulante, comme la lui demandait le goût du parterre, et aucune apparence de l'épisode tragique, sauf quelques vers d'Amphitryon, dont on pense, mais Machado de Assis ajoute, mais pour moi, sans autre fondement qu'une pure conjecture, qu'il s'applique à lui-même. Mais même en supposant que cette conjecture soit exacte, même en admettant que l'allégorie de la justice dans la vie de Don Quichotte résume les plaintes personnelles du poète, supposition aussi fragile que la précédente, la vérité est que les événements de la vie d'Antonio José n'influencèrent pas, ne diminuèrent pas la force originelle de son talent, ni ne modifièrent sa nature, qui était fort éloignée de l'hypocondrie. Donc on voit qu'il y a là la volonté d'une autonomisation du littéraire par rapport au mythe et aussi par renvoi aux règles qui gouvernent un genre, ici des pièces faites pour faire rire, et qui ne laissent pas de place à l'expression de la critique des pouvoirs religieux ou politiques, ou qui ne laissent pas de place à un registre tragique qui serait comme un écho autobiographique à l'intérieur des œuvres. Alors cette distance, elle a été renforcée encore dans un des grands travaux sur Antonio José da Silva, qui est la thèse soutenue à Coimbra par un collègue portugais, José Oliveira Barata, 2 volumes publiés en 83 et 85, et le titre c'est Antonio José da Silva, Criação e Realidade, la création et la réalité. Et on peut avoir une idée de ça, de la position de Barata dans une préface qui a été donnée par lui à la traduction en français de 4 pièces d'Antonio José da Silva, qui a été publiée dans cette série, c'est par les éditions Climat, la Maison Antoine Vitesse, Centre international de la traduction théâtrale. On y trouve évidemment la traduction de Madame Pivnik de la vie du grand Don Quichotte que j'ai utilisée, qui est celle qui avait été jouée à la Comédie Française, mais on y trouve aussi la traduction de 3 autres pièces, La vie d'Ésope, Amphitryon, ou Jupiter et Alcmène, et la pièce considérée par beaucoup, par exemple par Machado de Assis, comme la plus grande réussite d'Antonio José da Silva, La guerre du romarin et de la marjolaine. Alors, je prends un passage qui donne très clairement la position de Barata sur ce détachement radical des œuvres par rapport au destin tragique. Une sorte de nouvelle scolastique semble parfois être en vigueur.
La conclusion du syllogisme sera toujours juste puisque ses prémices le sont. Étant donné que le juif fut une victime de l'Inquisition, ses œuvres ne pourront que refléter l'animosité de l'homme contre ses féroces persécuteurs. Donc, en lisant l'œuvre superficiellement, beaucoup croient percevoir les indices de la révolte de l'écrivain contre une institution oppressive. Ainsi, on peut voir dans certains sonnets ou dans les délicieuses parodies, dites par des juges ou des philosophes scolastiques, des références voilées aux prisons ou des critiques amusantes de la noblesse. On y voit des intentions qui, à une époque d'obscurantisme, font d'Antonio José da Silva un précurseur révolutionnaire. On ignore le travail artisanal de l'écrivain, toujours pénible, et on arrive même à oublier que décocher des flèches, même voilées, à une époque où la plus extrême prudence s'imposait, aurait relevé de la folie pure. De surcroît, il est impossible de méconnaître les contraintes d'un processus créateur marqué par l'autocensure qui a aussi certainement joué dans le cas du juif. On voit donc qu'il y a là, contre ce qu'il appelle la nouvelle scolastique, une lecture autobiographique des pièces, la volonté de autonomiser le registre de l'écriture littéraire, le travail même de l'écriture, avec plusieurs arguments. L'un qui est mentionné ici, c'est-à-dire que la prudence, voire l'autocensure, était nécessaire dans le contexte du Portugal du début du XVIIIe siècle, ce qui fait que les allusions qui, pour nous, peuvent être comprises comme critiques ou dénonciatrices ne l'étaient pas, puisqu'elles étaient autorisées. D'autre part, il peut s'appuyer sur le fait que, comme je l'avais dit en suivant l'analyse de Wachtel, il n'y a aucune allusion dans le procès d'inquisition aux œuvres elles-mêmes, et aucune, c'est pas tout à fait juste, il y en a une d'allusion au travail de l'écriture dramatique, mais qui, justement, est dans la bouche d'un des témoins en faveur d'Antonio José da Silva, que le dominicain Diogo Pantoja, et qui déclare « Jamais je n'ai constaté que l'accusé posait un acte ou prononçait une parole capable de faire douter de son christianisme. Je ne le connais que depuis le retour de mon dernier voyage en Inde. Nous nous fréquentons à cause des compositions que je fais, donc lui aussi écrit pour le théâtre, tant au Beiro Alto, chez un de mes frères, où je lui ai parlé plusieurs fois, que chez l'accusé. » Donc une relation de proximité qui est liée à une commune pratique qui est celle d'écrire pour le théâtre. Je l'ai toujours trouvé en toutes circonstances de comportement fort modeste et honnête. C'est pourquoi je le crois bon chrétien et homme sage. C'est la seule allusion à la pratique d'écriture, à la carrière dramaturgique de Antonio José dans le procès de 1737-38. Et elle est à faveur d'Antonio José, comme si ses compositions ne heurtaient en rien ce comportement de bon chrétien. Et important aussi l'argument qui consisterait à penser que, effectivement, écrire ce genre qui sont des comédias ou des opéras, des comédies, mais en même temps avec une forme opératique dans la dimension comique, suppose de s'inscrire dans une tradition ou une contrainte du genre. Le réemploi de thèmes et l'appropriation parodique d'histoires déjà écrites, et c'est là, dans les 8 des opéras de Antonio José da Silva, le cas de 6 d'entre eux qui portent sur des mythes de l'Antiquité grecque, Ésope, Médée, Amphitryon, Dédale, Protée, Phaéton. Il n'y a que 2 exceptions. L'une qui n'est pas une exception à l'appropriation d'un texte déjà là, la vie du grand Don Quichotte de la Manche, et la seule véritable exception dans le sens d'une création originale de Antonio José qui n'est pas fondée sur un texte déjà là, approprié, parodié, transformé, c'est cette pièce qui a pour titre Guerra do Alecrim et da Mangerona, c'est-à-dire les guerres du romarin et de la marjolaine, et Machado de Assis disait une des meilleures comédies du XVIIIe siècle. Et là, il la comparait avec le Molière ou Gilles Vicente.
Et on a pu montrer aussi comment ce réemploi d'histoire, ce réemploi de mythes s'accompagnait chez Antonio José d'un respect des structures dramatiques fondamentales de la comédia, et en particulier des comédias qu'il avait pu voir dans le Patio das Arcas, le théâtre dans lequel jouaient les troupes espagnoles à Lisbonne avant sa fermeture. Donc on a là à la fois une critique littéraire et une étude érudite qui insiste sur la distance. On peut dire aussi qu'il y a eu une sorte de révision de la révision et qu'a été réintroduit dans des lectures plus récentes cette idée d'une possible relation ou d'un possible écho dans certains des passages, soit du Don Quichotte, soit de l'Amphitryon, d'éléments liés à la biographie. En 2001, c'est ce que suggère Nathan Wachtel dans une analyse des œuvres qui termine sa description du procès pour Wachtel. Je cite, « Un ensemble d'arguments raisonnables permet bien de soutenir la thèse selon laquelle Antonio José da Silva aurait été condamné en raison des idées subversives que son théâtre répandait dans le public. De fait, le genre de l'opéra bouffe se prête aisément à la critique sociale et à la satire des mœurs, sur le mode évidemment parodique qui convient aux graciosos, ces valets de comédie dont les noms mêmes suscitent le rire, les Semicupio, Sacatrapo, Saramago, Esfusioc, et qui mènent l'intrigue en la ponctuant de leurs commentaires plaisants. Il est vrai que la farce burlesque permet à l'auteur de s'abriter derrière des masques et que les propos tenus par ces personnages ne doivent pas toujours être entendus à la lettre. Reste que l'on peut extraire des pièces du Judeo nombre de citations qui, replacées dans leur contexte historique, paraissent témoigner d'une rare témérité jusqu'à faire allusion à son expérience des geôles inquisitoriales. Bien sûr, ensuite, Wachtel, prudent, reprend les arguments que j'ai évoqués, le fait qu'il n'est pas question des œuvres dans le procès, le fait que les pièces vont être publiées en 1744, c'est-à-dire que 5 ans ou 6 ans après que l'auto-da-fé dans lequel est brûlé Antonio José da Silva, et un trait ironique mais en même temps significatif, c'est que c'est le même inquisiteur général, Nuno da Cunha, qui est celui qui a fait arrêter et ensuite signé la condamnation comme relapse d'Antonio José da Silva, est le même qui est celui qui signe, au nom duquel est donnée la licencia, l'approbation pour la publication dans le Teatro Cómico Portugais des pièces d'Antonio José da Silva. Donc il n'y a pas un jugement tranché absolument chez Nathan Wachtel, mais la réintroduction d'une possible présence de traits biographiques à l'intérieur des œuvres et en même temps la possible prise en considération, non pas comme une accusation spécifique, puisque ce qui importe là, c'est de savoir s'il y a retour ou non à la loi de Moïse, mais disons d'un élément qui peut être comme une toile de fond du procès d'inquisition et qui pourrait expliquer pourquoi Antonio José da Silva est traité différemment des autres membres de sa famille qui, dans ce procès, sont eux aussi relapses, mais pourtant aucun n'est condamné au bûcher. Et cette perspective, elle a été reprise dans l'édition récente aussi de 4 comédias de Antonio José da Silva, qui sont publiés par l'éditeur Martin Fons, et qui sont dans ce cas-là la vie du Don Quichotte, Ésope, Amphitryon et Las Guerras, les mêmes que dans la traduction française. Et il y a une introduction faite par Paolo Roberto Ribeira qui montre que Pereira, qui montre les mêmes idées, c'est-à-dire que le caractère autobiographique de certains passages peut être soutenu et que, d'autre part, il y a une satire qui peut-être se moule à l'intérieur des codes de genre comique, mais qui en même temps peut avoir une pointe et une vivacité ou une violence, c'est le mot qu'emploie Pereira, qui déborde cette
convention. Alors, ce sont là les raisons pour retourner à la pièce elle-même, et en particulier, non pas la totalité de Don Quichotte de la Manche, mais à deux moments qui sont privilégiés par le commentaire de Machado de Assis, c'est-à-dire un moment qui est plus dans le registre de l'autonomie littéraire, le moment où Don Quichotte et Sancho arrivent au Parnasse pour défendre Apollon contre les mauvais poètes, et puis le deuxième moment, qui est celui qu'on a déjà rencontré le premier jour, où nous avons pris connaissance de l'œuvre d'Antonio José da Silva, c'est-à-dire l'allégorie de la justice et la pratique de la justice telle qu'elle exerce Sancho comme gouverneur de l'île des Lagartos, des lézards, traduction ou déplacement au portugais de l'île de Barataria de Cervantes. Alors le premier passage est extrêmement intéressant parce que à la fin du premier acte, la pièce est divisée en deux grandes parties, et à la fin de cette première partie, les scènes 8 et 9 sont vouées à cette arrivée de Don Quichotte et de Sancho au Parnasse, parce que la nymphe des Calliope a demandé à Don Quichotte de venir l'aider ou d'aider Apollon contre les mauvais poètes, mauvais au sens qu'ils sont de mauvais écrivains et qu'ils sont aussi de méchantes gens qui veulent le détrôner. Et du coup, la dernière scène de cette première partie est la bataille livrée entre les mauvais poètes et Don Quichotte. Et c'est évidemment Don Quichotte et Sancho qui l'emportent, ce qui amène cette toute fin de l'acte avec l'échange entre Sancho et Don Quichotte qui demande à son maître de le payer de ses bons services, et pour cela il lui demande une position pour son fils. Et quelle charge voulez-vous, dit Apollon, qui est l'intermédiaire ou celui qui peut donner cette récompense. Bouffon du Parnasse, je vous l'accorde pour 3 vies. Sancho, pour 3 vies, Seigneur, c'est un délai où je ne m'y connais pas. Eh bien, pour mieux vous remercier et applaudir cette victoire, puisque je suis poète, faisant désormais partie du Parnasse, je veux chanter ce triomphe, que les muses jouent de leurs instruments et que Pégase marque le rythme. Et puis il y a là un air comique, puisque ma chanson, c'est ce que chante Sancho, sera un braiement, je donne le ton, ian, ian, an. Et si des poètes le coq, je peux l'être, chantons à l'écho, cocorico, et aussi par là, kakara, kaka. Et seul dans la vie, kikirikiki, le mieux sera, oui, sur tous les tons de chanter déjà, ian, ian, an. Et c'est la fin de cet acte. Alors ces 2 scènes sont très intéressantes parce qu'évidemment, il n'y a rien de comparable dans Don Quichotte. Vous ne trouverez pas de voyage de Don Quichotte au Parnasse dans la seconde partie de l'histoire, écrite par Cervantes publiée en 1615. C'est-à-dire qu'on a là une appropriation d'Antonio José da Silva qui n'est pas fondée sur le texte du Quichotte, donc ce qui montre à la fois sa connaissance de l'œuvre de Cervantes et son originalité, connaissance parce que, évidemment, il s'appuie sur un texte de Cervantes, mais qui n'est pas dans le Quichotte, qui est ce grand poème, plus de 3000 vers, divisé en 8 chapitres, et qui a pour titre Viaje del Parnaso, le voyage au Parnasse. C'est un texte publié par Cervantes en 1614, donc dans les dernières parties de la vie, 1 an avant la publication de la seconde partie du Quichotte, 2 ans après la publication des Novelas Ejemplares, des nouvelles exemplaires. Et c'est un texte extrêmement passionnant qui a comme point culminant dans son chapitre 8, je crois, chapitre 7, la bataille, la poétamachia, on pourrait dire, entre les mauvais poètes et les bons poètes, et qui a à la fois
une référence à un genre de tradition, des voyages au Parnasse, qui avait été ouvert à la fin du XVIe, en 1582, par un texte cité par Cervantes dans son propre Viaje del Parnaso, qui était un texte italien de Cesare Caporali di Perugia, Il Viaggio di Parnaso. Et ce texte de Cervantes a un triple dimension. D'une part, c'est une satire des poètes de son temps, puisque les mauvais poètes sont nommés, désignés, et pour Cervantes, cela lui permet de développer une sorte de verve critique et acide contre ceux qu'il considère comme des mauvais poètes, et du coup de sauver de cette condamnation ceux qui sont pour lui des bons poètes et en général des proches ou des protecteurs. D'autre part, c'est un genre qui permet une parodie burlesque de la mythologie, dans une catégorie où effectivement les dieux de la mythologie sont mis au service de conflits ou d'histoires tout à fait ordinaires. Et puis c'est aussi très largement une autobiographie déguisée de Cervantes. Au début du chapitre 4, il scande les différents ouvrages qui ont marqué sa carrière, puisque là, ce n'est pas Don Quichotte qui va évidemment au Parnasse dans le texte de Cervantes, mais c'est Cervantes lui-même qui est mis en scène dans de ce voyage pour aider Apollon. Et le début du quatrième chapitre est celui où il passe en revue tout ce qu'il a publié avant 1614. Il y a un très joli passage sur le Don Quichotte. Yo he dado en Don Quijote pasatiempo, al pecho melancólico y mohino, en cualquiera sazón, en todo tiempo. J'ai donné avec Don Quichotte un passe-temps pour le cœur mélancolique et triste, pour toutes les saisons et en tous les temps. Et d'autre part, il annonce ce qui pour lui sans doute était le livre le plus important de toute sa vie, c'est-à-dire le Persiles et Sigismunda, qui sera publié, mais après sa mort en 1617. Il y a aussi un autre élément autobiographique qui n'est pas seulement celui de l'œuvre, mais de la vie, avec la référence à ce qui était sans doute l'expérience la plus puissante, la plus forte, c'est-à-dire sa participation à la bataille de Lépante, où il perd la main gauche. Et il évoque cela, l'héroïque prouesse de Don Juan, dans laquelle « tuve aunque humilde parte en la victoria ». Et j'ai pris part, bien qu'à un rang d'humilité, à la victoire. Donc il y a ces trois éléments, et la commedia de Antonio José s'empare de ce texte, El Viaje del Parnaso, attribuant à Don Quichotte ce que Cervantes attribue à lui-même dans la fiction de son poème, et il le fait avec invention, avec subtilité, avec des détails qui sont modifiés. Par exemple, dans le texte de Cervantes, dont Cervantes rencontre Mercure. Et c'est avec Mercure qu'il part pour le Parnasse. Dans le cas de la pièce, c'est la muse, Calliope, qui est rencontrée, ce qui permet évidemment plus aisément une série d'airs chantés par les trois muses, Calliope, Euterpe et Terpsichore, puisque, comme vous vous souvenez, une des contraintes du genre des comédies de Antonio José da Silva, c'est d'être des opéras, c'est-à-dire avec des passages chantés burlesques comme le Ian de Sancho, ou des passages chantés comme des airs, des arias, comme dans ces trois muses. Ou bien encore, un détail qui change, mais qui permet une sorte de mise en scène plus spectaculaire, c'est le fait que dans le texte de Cervantes, Don Quichotte et les poètes arrivent, Cervantes et les poètes arrivent au Parnasse dans un bateau, qui est un bateau d'ailleurs construit entièrement de genre poétique, alors que là, ils volent vers
Parnasse, ce qui permettait de jouer avec, comme on l'a vu, les fils des marionnettes et de les faire voler dans l'intérieur du théâtre. L'indication scénique est la muse Calliope descend sur un nuage et Don Quichotte et Sancho Panza s'agenouillent devant elle. Donc ça, c'est le début. Et puis ensuite, Don Quichotte, Sancho et Calliope s'envolent sur un nuage. Le Parnasse apparaît et alors le chœur chante. Il y a là à la fois la nécessité de jouer avec le genre, c'est-à-dire de donner plus de place à la plausibilité des airs chantés, et d'autre part de pouvoir exploiter ces ressources qui sont de plus grande liberté dans la mise en scène lorsque l'on a affaire au théâtre des marionnettes et pas au théâtre avec des acteurs de chair et d'os sur la scène. Pour terminer cette première heure, je voudrais aussi montrer que ce qu'exploite Antonio José da Silva dans cette appropriation du Viaje del Parnaso, qui était absolument absente du Don Quichotte, c'est des effets comiques qui sont liés à la rupture avec l'illusion du théâtre. Et le personnage qui porte ces effets de rupture, c'est évidemment que Sancho Panza. Un exemple, lorsque Calliope leur apparaît à tous les deux, le dialogue est le suivant. Alors Don Quichotte s'adresse à elle ainsi que Sancho. Souveraine nymphe, Sancho, nymphe souveraine, Don Quichotte, écharpe d'iris de cet horizon, Sancho, arc-en-ciel de cet horizon, Don Quichotte, qui déchirant les nues diaphanes montre ta divinité, et Sancho, qui déchirant les nuages en carton-pâte montre ta vétusté. Difficulté de la traduction, puisqu'il y a un jeu de mots, puisque dans le cas de ce que dit Don Quichotte, c'est te ostentas deidad, et quand Sancho reprend, te ostentas ja deidad, de l'âge, de la vieillesse. Les deux, deidad, qui veut dire déité, se trouve transformé en deux mots, de l'âge. Mais le point intéressant, c'est évidemment lorsque Don Quichotte dit rasgando diaphanos vapores dans un style élevé de la poésie, Sancho ramène cela à la réalité même du théâtre, qui est rasgando nuvens de papelan, nuages en carton-pâte. Et ce procédé, il n'est pas propre à cette scène. Sancho a une sorte de rôle à la brechtien dans le théâtre d'Antonio José da Silva, qui est de détruire l'illusion, de venir s'opposer à la suspension of disbelief, à la croyance, à l'illusion qui est requise ou suggérée par le théâtre. Par exemple, dans la 7e scène de la première partie, c'est le moment où ils descendent dans la caverne de Montesinos. Et quand ils arrivent, ce que voit Don Quichotte, c'est admiraviu palacio, un admirable palace. Et ce que voit Sancho est tout différent. J'ai l'impression que tout cela est peint sur des planches en bois de pin. Mais de toute façon, je préférerais continuer à voler, car j'adore ça. Parece-me que tudo isto é pintado em tabula de pinho, c'est-à-dire ce qui sert comme pour la scène du théâtre. Ou encore, dans la seconde partie, première scène, qui commence par un dialogue entre Sancho et Don Quichotte. Don Quichotte lui déclare « Dis-moi, ne vois-tu pas sur la berge du fleuve un bateau amarré, sans voile, ni rame ?» Sancho, oui, c'est un transporteur de Lisbonne. Donc Quichotte, sais-tu bien où nous sommes ? Je le sais parfaitement. Et où ? Au théâtre du Beiro Alto. Et donc l'effet est donné de la même manière. On voit donc qu'il y a là une utilisation originale d'une référence, certes, cervantine, mais qui n'est pas le Don Quichotte, qui pourtant est la matrice de toute la pièce de Antonio José da Silva, et la matrice puisée dans des épisodes de la seconde partie,
mais qui est sa lecture, sa connaissance des autres textes de Cervantes, le Viaje del Parnaso de 1614, et lui permet ses effets. Alors pour reprendre dans la deuxième heure, je terminerai le commentaire sur cette premier moment de la pièce qui avait détaché Machado de Assis, et puis on peut s'attacher un peu plus longuement à ce qui est un enjeu plus fort sur la question du rapport entre l'autobiographique et le dramaturgique, c'est-à-dire l'omniprésence de la référence à la justice dans la vie du grand Don Quichotte de la Manche. Donc on peut prendre 5 minutes, recommencer à 11h05.